cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Une chose qui ne bouge pas son petit prose. Avec dans le petit bocal de la régie Maïté qui se agite devant la table avec les petits potards, en nous lançant de temps en temps un regard fulminant. Jean. Salut à tous. Et son pote Raymond Lascience qui va la ramener dans quelques secondes pour sa minute d'un quart d'heure. Et Roro qui crache dans le micro. C'est donc à Racaille, je ne l'ai pas précisé, la 48e. Oh la vache. La vache. Plus que 2 séances et on en sera la 50e qu'on va sûrement fêter. On va se poivrer gentiment pendant l'émission. On pourrait peut-être s'arrêter là. Oui, parce que vu avec l'empressement qu'ont les pressentis invités à répondre à nos invitations, c'est lassant à force. Bien, Raymond, je te laisse le crachoir pour nous abreuver de tes commentaires sur la décrépitude de nos politiciens. C'est plus qu'un copain en fait, Raymond. Hein. C'est un frère jumeau, je dirais. Ah oui, c'est un frère jumeau. La minute de militance, ouais, avec la petite revue de presse qui commence par de grands espoirs pour l'année 2010. Vous vous souvenez que 2009 fut pour les Américains la fin attendue du bouchisme. Pas de la boucherie, du bouchisme. Non, du bouchisme, je dis bien. Alors on espère que 2010 sera pour les Français la fin attendue, là aussi, du bougisme. Du bougisme présidentiel. Voilà. Alors, ils ne laisseront pas la cathédrale orthodoxe de Saint-Nicolas de Nice leur échapper. Tu vois de quoi je veux parler ? Je suis Bodor. Tu suis Bodor ? Bon. Les porteurs d'emprunts russes. Encore. Non, on ne devrait pas rire parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Oui, bien sûr. Derrière tous ces gens qui se sont fait gruger jusque dans les années 2000. C'est quand même assez étonnant. N'entendent rien de moins que faire saisir le plus grand édifice religieux russe construit à l'étranger. Et c'est justement la cathédrale Saint-Nicolas de Nice. Les héritiers des investisseurs floués par la révolution de 1917 se lancent donc dans une nouvelle bataille. Alors, si tous ceux qui estiment avoir été floués par la révolution de 1917 partent à l'assaut de la pauvre cathédrale de Saint-Nicolas, et il va y avoir quand même du peuple dans la nef centrale et aussi dans les travées. On pourrait même n'avoir jamais vu autant de communistes et d'utopistes dans un édifice religieux. Ouais. Ah oui. Ah bah oui, tous les floués de la révolution de 1917, bon. À part quelques staliniens qui restent, on en parlait tout à l'heure, de purs et durs staliniens qui restent dans notre beau pays comme en Russie, la plupart des gens ont quand même été assez floués. Alors, à propos de Saint-Nicolas et de... Ah, ça y est, je viens de... Non, mais ce matin, ou alors c'est moi, peut-être, je sais pas. Non. Non, mais parfois, c'est assez subtil. Alors, à propos de Saint-Nicolas et de communistes français, ceux-là, fonctionnaires, bientôt un intéressement collectif. C'est la dernière mode au ministère des Finances de Bercy. Invoquer les anciens ministres communistes de la fonction publique. Pas mal ça quand même. Après avoir rappelé qu'Anicet-le-Port, tu te rappelles d'Anicet-le-Port ? Oui, je me rappelle. Ça fait partie du premier gouvernement Mitterrand. Oui, tout à fait. Oui. Anicet-le-Port. Oui, je trouve que c'était pour un communiste avoir un prénom comme Anicet, c'était assez rigolo. Oui, exactement. Ils étaient 4.
les ministres communistes. Il y avait d'ailleurs un fameux dessin de, je crois que c'était Wolinski qui avait signé ça à la une de Charlie Hebdo. Il y avait la mère Buffet, qui était ministre non, pas des à Sports. cette époque-là. Pas à cette... Mais elle l'a été. Le premier gouvernement, non. c'était Anis et Le Port, il y avait Jacques Ralit. Je commence déjà à coincer. Il y en avait deux autres. Oui, il y en avait deux autres. Bon, ils étaient quatre, et alors, Wolinski avait fait un dessin à la une de Charlie Hebdo où le premier contact des communistes avec le pouvoir, et alors c'était sous les lambris et les lustres à facettes du Conseil des ministres, on leur sert à dîner, quoi. Il y a un maître d'hôtel qui est en train de faire le tour de la table, et il y a un communiste qui appelle le maître d'hôtel, qui lui dit je pourrais avoir un peu de mousseux pour finir mon pâté. Bon, après avoir rappelé un party, moi ça m'avait fait mourir de rire. C'était évidemment du champagne et du foie gras, bien sûr, vous aurez compris. Après avoir rappelé, parce que même sous Mitterrand, on se mouchait pas du coude. Ah non, on se moussait pas du coude. Après avoir rappelé qu'Anis et Le Port avait instauré en 1984 la possibilité de licencier un agent de l'État refusant un poste, et c'est les communistes qui ont fait ça, ouais. Ah, les salauds. L'entourage d'Éric Woerth souligne que Maurice Thorez, incroyable, avait inscrit l'idée de prime collective de rendement dans le statut général de la fonction publique de 1946, auquel tiennent tant les syndicats. Tu vois, sous-entendu, pourquoi nous, on peut rien faire alors que les communistes se permettaient des choses comme ça, quoi. Alors, après les récupérations de Jaurès et de Blum, de sinistre mémoire, celle de Maurice Thorez est quand même un sensationnel coup d'éclat pour la Sarkozy. Non, tu trouves pas? Oui, voilà, ça mais je pense que c'est dans le fil de l'histoire de ces gens-là. Il commence par Jaurès et on termine par Staline. Faut dire aussi que les voix de gauche sont inépuisables. Oui. Il y a encore de quoi faire, si tu veux. Jules Guesde, Édouard Vaillant, tu vois. Bon. Paul Lafargue. Aussi. Enfin bon, il y en a comme ça un certain nombre. La liste est vraiment longue jusqu'au principal inspirateur de Sarkozy. Celui qui reste son principal inspirateur. J'ai nommé François Mitterrand, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est son fantasme absolu. À la différence quand même que celui-ci n'était pas aussi marxiste-léniniste que le président actuel. Pas vraiment, non. C'est plutôt grand bourgeois charentais. Bon. Tout à fait. À ce rythme, vous allez voir qu'il va bientôt se recommander de Staline. Moi, je sens que c'est parti pour ça. De Thorez à Joseph, il n'y a qu'une minuscule petite glissade de rien du tout. Oh oui. Nicolas Sarkozy, le petit père des peuples, ça le fait. Je trouve que ça le fait. Plus léger. L'ancien footballeur international Patrick Révelli, tu n'as jamais suivi ça? Non, pas du tout. C'était un espèce de brouteur d'herbe de Saint-Étienne, de la grande équipe de Saint-Étienne. Ce genre un bûcheron, un mineur de fond, quoi, qui mangeait l'herbe jusqu'à atteindre les cages adverses, quoi. C'était un gardien de but. Non, c'était un joueur, mais alors un vrai guerrier, quoi. Il était trop marrant avec une espèce de moustache comme ça. C'était un mec assez drôle. Bon, aujourd'hui il est âgé de 58 ans et il va figurer il figure en 21e position sur la liste du Parti socialiste dans la Loire pour les élections régionales, a annoncé le PS hier. Il est en position éligible? C'est ça que je n'ai pas compris. Oui, tu vois. 21e, ça me paraît loin. Ça me paraît, ça paraît trop loin. Mais enfin, sait-on jamais. En tout cas, après Lilian Thuram et Vicage Dorasso, tu vois, ça fait quand même le 3e footballeur à être manifestement doté d'un cerveau. Ce qui est pas mal. On progresse chez les footeux. Le gouvernement s'est réuni hier après-midi à Matignon pour discuter des premières mesures proposées par notre sinistre ministre de l'Immigration. Une trentaine de ministres étaient là pour participer autour de François Fillon et d'Éric Besson au séminaire gouvernemental sur l'identité nationale. Entre autres propositions, le ministre souhaite qu'un drapeau français soit installé dans chaque classe du pays. C'est vraiment consternant. Ouais. C'est d'autant plus consternant que je crois que constitutionnellement, c'est même pas possible. Il y en a un déjà au fronton de chaque école, je le rappelle. Bon, ça suffit comme ça peut-être, non ? Notre seule identité nationale, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, maltraitée, il est vrai, par la petite éolienne du faubourg Saint-Honoré. Le reste, non mais sans déconner, le reste n'est que foutaise.
Il est d'ailleurs question aussi d'en coller un exemplaire de cette déclaration dans chaque classe. Tu vois ? On voit bien hein, le désir, si tu veux, compensatoire qu'il y a derrière ça. En fait, la déclaration qui a disparu, principalement d'ailleurs du fait de ces braves gens, qui a disparu des cœurs comme des têtes, on va la coller au mur, tu vois, mais ça remplacera pas, désolé. Hein. Et puis il faudrait de toute façon sacrément la retoquer avant de la coller au mur, la pauvre déclaration, et puis surtout ne pas oublier de remplacer nos 3 fondamentaux, hein, liberté, égalité, fraternité, par... je dirais au hasard, servitude, stock option et parachute doré, ça pourrait être pas mal. Tu vois. Fronton des mairies, fronton des écoles, non ? Oh oui, quelle perspective. Voilà, et puis pour finir, à propos de servitude, je voudrais vous lire une bafouille justement adressée à Éric Besson. Par l'un de ces travailleurs d'origine étrangère dont la France ne peut absolument pas se passer, hein, économiquement parlant, mais qui sont ignorés par tous les pouvoirs publics et tous les partis politiques, hein, de gauche à droite, au nom de l'hypocrisie électorale. Monsieur le résident, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Le début me rappelle quelque chose, mais je sais plus trop quoi. Bon. C'est que chantait un certain Boris Vian. Ah, c'est ça, voilà, c'est cela même. Très soucieux de nourrir ma famille, je suis arrivé en France clandestinement il y a 3 ans, par des moyens dont vous comprendrez que je les garde pour moi. J'ai trouvé presque immédiatement du travail, dont semble-t-il les Français de souche ne veulent pas. Je suis veilleur de nuit dans la pépinière d'entreprise d'une municipalité étiquetée PC, PS, UMP ou FN, je ne sais plus. Et je suis payé 6 € de l'heure sur une base de 8 heures pour 5 jours, alors que je travaille en réalité 14 heures, 7 nuits sur 7. J'arrive péniblement à moins de 1 000 € en fin de mois, parce que je n'ai jamais pris une nuit de congé ou même de vacances. Je n'ai pas de contrat de travail puisque je suis toujours clandestin, et mon employeur m'a prévenu que d'autres que moi attendaient à la porte et que je pouvais rentrer dans mon pays si je n'étais pas content. Au début, le patron de cette petite entreprise privée me donnait 2 € de plus par nuit pour nourrir mon chien, mais il a arrêté depuis peu, au motif que mon chien n'a qu'à manger le jour. J'ai donc dû me débarrasser de lui. Et je continue mes rondes toutes les heures tout seul, sans mon chien, ce qui fait que j'ai été agressé 2 fois ces 2 dernières semaines. Ayant fait quelques progrès en français, c'est vrai, Mamadou, je le confirme, t'as fait beaucoup de progrès, Mamadou, on dirait même du Raymond Lascience, tu vois, t'as bafouille, là. C'est assez étonnant. Ayant fait quelques progrès en français, j'ai pu surprendre une conversation qui m'a fait comprendre que mon entreprise avait décroché ce marché lors d'un appel d'offres passé avec la société d'économie mixte anonyme SEM, 3 petits points, de laquelle la ville est actionnaire à 85%. J'ai pu comprendre aussi que mon travail était refacturé par mon patron 7 000 € mensuels à cette SEM, entre autres petits contrats juteux. Depuis quelque temps, il me semble que mes rêves se sont éloignés. Et j'avoue que je suis très fatigué. Monsieur le résident, plutôt que de vous occuper de la notion d'identité nationale, pourriez pas faire quelque chose contre l'esclavage qui sévit dans votre beau pays ? Bon, vous aurez compris que la lettre, évidemment, est de mon invention, mais tous les faits rapportés sont rigoureusement exacts. Ça se passe aux portes de Paris, dans une municipalité dont je préfère tenir secrète l'étiquette politique. Je préfère tenir aussi secrète la confession religieuse du patron de la société, de la petite société de gardiennage, parce que ça n'a rien à voir, hein, si vous voulez, voilà. Mais j'ai fait mes petits calculs, ce Mamadou est payé 2,50 € de l'heure, voilà. Eh ben, merci Raymond. Voilà, c'est aujourd'hui, et quand je dis aux portes de Paris, c'est vraiment aux portes de Paris, hein. Je brûle d'envie de dire où, mais je pense que c'est à peu près pareil. On arrivera à faire sortir partout, ouais, on fera l'information de gré ou de force. Une autre fois. Alors, pour tous nos frères humains que ce pays traite bien pire que des chiens, hein, heureusement pour les chiens, une petite merveille signée Mano Solo, Barbès, Place Clichy, voilà, qui va venir. À la semaine prochaine. Vive la République, vive la France!
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arracaille, la 48e, avec Maïté à la régie, Jean à la commission des Beaux-Arts, et tout à l'heure Raymond Lascience à la commission sociale, qui doit d'ailleurs vous préciser, puisqu'un auditeur nous a appelé pour nous remonter les bretelles en nous disant que nous n'étions pas sur Radio Aligre, parce qu'on n'a pas balancé le nom de la municipalité qui exploite un Mamadou de plus. Oui, parce qu'on n'est pas des balances, mais on va quand même vous éclairer un peu, sans toutefois vous donner le nom de la municipalité qui, à mon avis, sert pas à grand chose de balancer. Ils font tous la même chose, si tu veux. C'est pour ça que moi je l'ai pas donné, hein, le nom de la municipalité. C'est de l'exploitation passive, je dirais. C'est-à-dire qu'ils sont complices de cette société qui exploite réellement un certain nombre de travailleurs immigrés comme ça. Tout le monde ferme les yeux parce qu'on peut pas faire autrement. Qui est-ce qui voudrait bosser à 2,50 € de l'heure? Quel Français de souche voudrait faire ce boulot? De merde. De merde. À 2,50 € de l'heure, 14 heures par nuit. Ouais. C'est n'importe quoi. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas en faire l'économie de cette main-d'œuvre d'origine étrangère. Alors accueillons-la comme elle le mérite. Bon, c'est tout. Ceci dit, je précise quand même, je vais pas donner le nom de la mairie parce que c'est exactement pareil partout. Ouais. Hein, quel que soit. Mais je vais quand même préciser la couleur politique, c'est important. C'est une mairie du Parti communiste. Voilà. Mais je vais pas donner le nom, ça servirait pas à grand chose. Ce qui reste de la ceinture rouge de Paris. Ce qui reste de la ceinture rouge de Paris. Maintenant, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On s'en fout un peu, hein. Même combat. C'est pareil partout. Voilà. Voilà. C'est pareil partout, que ce soit à droite, à gauche, au milieu. Il faut savoir aussi que sur ce que j'ai pas précisé, c'est que sur les 7 000 € qui sont facturés à cette mairie, ouais, la petite société privée de gardiennage, là, elle en reverse une partie dans les caisses du parti. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient les marchés. Il n'y a pas d'autre choix. Et ça fonctionne comme ça. Au PS, au PC, à l'UMP, au Front National. Ils fonctionnent tous de la même façon. Voilà. Et au Modem. Faut pas l'oublier. Je sais pas s'ils ont des mairies. Quand ils en auront, ils se priveront pas. Oui, ils se priveront pas. Bien. Bon, eh ben, écoute, Jean, tu peux tu peux prendre ta casquette de président de la commission des Beaux-Arts. Allez, ça va nous faire du bien. Ouais. Un extrait de L'amour de l'art, ça date de 1969 par Pierre Bourdieu et Alain Darbel. 6 nombres de chiffres destinés à étayer cette remarquable étude, hein, je précise, ont dû être révisés pour les éditions suivantes, hein, bien sûr, parce que 69, ça commence quand même à dater un peu. L'intuition de Pierre Bourdieu, selon laquelle le musée sera un jour prochain la doublure de toutes nos activités. Je trouve ça très fort, ça. Le musée sera un jour prochain la doublure de toutes nos activités. Eh ben, cette intuition est-elle d'une absolue actualité? L'accès au trésor artistique, soi-disant ouvert à tous, hein, est en réalité interdit au plus grand nombre. Croissant très fortement à mesure que le niveau d'instruction s'élève, la fréquentation des musées est presque exclusivement le fait des classes cultivées, enfin dites cultivées. Hein. Ainsi, dès 1969, en France, près de 60% des visiteurs sont au moins titulaires du baccalauréat. Et en fait, les chiffres sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Mais ce que je ne sais pas, c'est s'il y a une proportion plus importante de gens qui sont titulaires du baccalauréat. Ça, c'est possible. Oui, c'est possible, puisque souvent, c'est 80% de réussite dans toutes les sessions. C'est vrai. 80, 90%. Bientôt, ça va être des scores de République. Bref, je veux pas dire de République d'origine de banane, parce que c'est faire un peu de la ségrégation, plutôt de... Mais voilà, ça sera... Parce que les républiques bananières, elles sont pas pires que les républiques dites démocratiques. Voilà. Enfin bon, j'arrête là mon délire. Enfin voilà. Bon, je vous préviens, Pierre Bourdieu, le langage est un petit peu universitaire quand même, donc il y a des petits côtés empoulés, mais je vous le répète, hein, sa vision était d'une acuité incroyable. Hein. D'une manière générale, écrivait Pierre-Franck Castel, il faut bien constater que si l'existence d'hommes ayant l'oreille fausse est généralement reconnue,
tous s'imaginent voir spontanément et correctement les formes. Il n'en est rien pourtant, et le nombre d'hommes intelligents qui ne voient pas les formes et les couleurs est déconcertant, tandis que d'autres, peu cultivés, on l'a vu juste. La représentation mystique de l'expérience esthétique peut porter les uns à réserver aristocratiquement à quelques élus et les autres à accorder littéralement aux pauvres en esprit cette grâce de la vision artistique qu'il nomme l'œil. L'art, écrivait René Huyghe, n'a jamais été aussi important, aussi obsédant qu'en notre temps. Jamais si répandu, si goûté, mais jamais si analysé, si expliqué. Il profite, et surtout la peinture, du rôle primordial que les images conquièrent dans notre civilisation. Le musée est entré dans nos mœurs, il sera bientôt le complément nécessaire, la doublure de toutes nos activités. Les temps sont venus, et l'avènement du royaume de l'art sur la terre se laisse déjà entrevoir. Il semble nécessaire d'attirer sur ce point, et d'une façon instante et grave, l'attention des États, afin qu'ils répondent à ces besoins nouveaux et impératifs des populations modernes, qui sont comme saisies par une nouvelle faim spirituelle celle-là, et qui réclament une nouvelle nourriture terrestre. La statistique révèle que l'accès aux œuvres culturelles est le privilège de la classe cultivée, mais ce privilège a tous les dehors de la légitimité. En effet, ne sont jamais exclus ici que ceux qui s'excluent. Étant donné que rien n'est plus accessible que les musées, et que les obstacles économiques dont l'action se laisse percevoir en d'autres domaines sont ici de peu, on semble fondé à invoquer l'inégalité naturelle des besoins culturels. Mais le caractère autodestructif de cette idéologie saute aux yeux. S'il est incontestable que notre société offre à tous la possibilité pure de profiter des œuvres exposées dans les musées, il reste que quelques-uns seulement ont la possibilité réelle de la réaliser. Voilà, excusez-moi pour mes petites fautes de diction, hein. J'aurais dû boire un coup de flotte avant. L'amour de l'art est réédité régulièrement aux éditions de Minuit pour une quinzaine d'euros environ. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Le numéro de téléphone de la librairie, c'est le 01 48 05 34 08 et le site internet après les W, librairie-publico.com. Merci Jean. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on peut dire après? Mais il n'y avait pas, t'avais pas une réflexion d'un... C'est-à-dire qu'en fait, après dans les histoires, voilà, parce que pour moi, j'ai trouvé que cette étude passionnante, tout en datant de 1969. Alors, elle est étayée par un nombre de chiffres et de graphiques. J'ai tiré quelques chiffres que je vous donnerai tout à l'heure, et on finira par quelques réflexions sanglantes entendues lors des visites dans les musées. Voilà. Super. Bien, je vais vous faire après cette intervention de Jean sur l'amour de l'art de Pierre Bourdieu et Alain Dardel. Je voudrais faire une annonce concernant une fête de soutien aux grévistes sans-papiers. Ces sans-papiers qui sont souvent les gens exploités dont parlait Jean tout à l'heure. Le 13 février de 10h à 15h à Vitry, salle Gare au Théâtre de Vitry, participation au fric, enfin aux frais plutôt. La participation est libre. Enfin, les frais, ça veut dire du fric. La participation aux frais est libre. Donc, je rappelle, le 13 février de 10h à 15h, fête de soutien aux grévistes sans papier. Vous savez qu'à Vitry, c'est depuis un bon moment que ça se bouge le cul. Et ça se passera à la salle Gare au Théâtre. Oui, je bafouille un peu. Et la participation aux frais est libre. Voilà. Une autre... Non, pour le reste des annonces, on verra ça tout à l'heure. On va maintenant... si notre camarade régisseuse cessait de papoter avec sa copine... Et pourtant, elle parle. Hein. Et pourtant, elle parle, oui, mais jamais dans le micro.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Je vois notre camarade régisseuse qui fait des grands gestes dans son petit bocal. Qu'est-ce qui se passe? On ne le saura pas parce qu'elle ne parle pas. Aracay la 48e, sauf avec sa copine. Aracay la 48e, avec donc notre régisseuse papoteuse, Jean, pour ses histoires d'art, ses histoires d'artistes, et Roro, qui fait son petit business avec tout ça. Bien, Jean, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Oui, histoire de vie, histoire d'artiste. Alors, je vais faire quelques chiffres et traduire quelques graphiques de fréquentation tirés de l'étude de Pierre Bourdieu et Alain Darbel. Là, les musées d'art européens et leur public. Alors, comme on l'a vu, à la différence des besoins dits primaires, et je mets ça vraiment entre guillemets, des guillemets soigneux, on va dire, le besoin culturel s'accroît à mesure qu'il s'assouvit. Chaque nouvelle appropriation tend en effet à renforcer la maîtrise et les satisfactions qui lui sont attachées. A contrario, mais suivant la même logique, la conscience de la privation, je sais pas si c'est pas forcément facile à comprendre, suivant la même logique, donc la conscience de la privation décroît à mesure que celle-ci croît. Ceux qui sont les plus complètement dépossédés des moyens d'appropriation des œuvres d'art étant aussi les plus complètement dépossédés de la conscience de cette dépossession. Oui, non, c'est subtil, mais néanmoins très excusez-moi, clair. J'aurais pas dû pour un mardi matin, mais je vois pas comment le dire autrement. Surtout sans Janière, c'est dur. Oui, oui, j'ai compris. C'est-à-dire la prochaine fois que je me lance dans un truc comme ça. Oui, ça va. Bon, c'est beau comme du Sarkozy. Oui, d'accord. Au moins. Ouais. Mais en même temps, je vois pas comment le dire. Non, mais genre, autrement. Il faut que nos auditeurs aussi participent, fassent des efforts, fassent travailler leurs neurones. Voilà. Enfin bon. Tiens, est-ce que tu sais, Robert, qu'après les grands musées parisiens, le musée le plus visité de France est le musée d'Unterlinden à Colmar. Ouais. C'est pas en France. Eh ben, ça va faire plaisir aux Alsaciens. Oh merde. J'ai toujours un problème avec l'Est. Les marches de l'Est me posent toujours un problème. Tu vas en froisser quelques-uns. Non, pardon les Alsaciens. Surtout qu'il y en a qui nous écoutent à Colmar. Non, je vous aime, les Alsaciens, les Alsaciennes. Oui, des camarades alsaciennes. Qui nous écoutent à Colmar, ils vont. Oui, non, écoutez, non. Tu vas te faire piler dans la choucroute. Je veux bien, la choucroute. Il faut piler tout ce que vous voulez. Près de 200 000 visiteurs s'y pressent en effet chaque année au musée d'Unterlinden. Je l'ai vu, moi, récemment, d'ailleurs. Qu'est-ce qui est de remarquable au musée d'Unterlinden? Le retable d'Issenheim, par exemple. Ah oui, d'accord. Petit Cranach qui traîne. Non, il y a quand même quelques... Il y a des merveilles à voir. C'est colossal, 200 000 visiteurs, mais il faut quand même préciser, il faut quand même relativiser le chiffre, dans la mesure où il y a quand même 3 millions de personnes, près de 3 millions de personnes qui visitent la ville, dans le même temps, sur une année. Oui, mais quand même, ça fait une belle proportion. 200 000, 3 millions, c'est pas mal, quand même. Voilà. Une ville à voir, Colmar, petite merveille. C'est plus que le moins du 1% culturel Absolument. Français. Alors, entre autres chiffres, en France, 13% des visiteurs de musées issus des classes dites populaires, là aussi je mets ça entre de gros guillemets, connaissent déjà les œuvres qu'ils sont venus voir. Ah oui. Je me fais bien comprendre, 13% des personnes issues des classes populaires connaissent déjà les œuvres qu'ils sont venus voir, alors qu'ils sont 25,5% dans les classes moyennes et 54,5% dans les classes dites supérieures. Là aussi, je mets moins de guillemets, mais... J'aime bien, c'est la première, la deuxième, la troisième classe, quoi. Il y a exactement. Que la SNCF qui a... J'ai défini ça comme ça, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon. Ceci est valable aussi pour les autres pays européens. Les savoirs génériques qui sont la condition préalable à la perception et à la fixation des impressions techniques ou encore esthétiques sont de plus en plus nombreux et de plus en plus spécifiques à mesure que l'on va vers les classes les plus cultivées. Sur 100 visiteurs en France, 2 sont agriculteurs. De visiteurs de musées, bien sûr. Je tourne autour du pot, là. Ouais. Sur 100, 2 sont agriculteurs. En France. 4 sont ouvriers. 6 sont artisans ou commerçants. 23 sont employés ou cadres moyens. 56 sont étudiants, enseignants ou professionnels libéraux. Mais c'est encore plus criant en Grèce, par exemple, où aucun agriculteur ne fréquente jamais les musées.
Sur 100 visiteurs, toujours en France, 67 personnes issues des classes populaires sont incapables de citer un peintre. 12 en citent un seul, 9 en citent 2, 7 en citent 3, et 4 seulement sont capables d'en citer plus. 36 personnes issues des classes moyennes sont incapables de citer un peintre, 9 en citent un seul, 15 en citent 2, 15 également en citent 3, et 25 sont capables d'en citer plus. 21 personnes issues des classes supérieures sont incapables de citer un peintre, 8 en citent un seul, 12 en citent 2, 16 en citent 3, et 43 sont capables d'en citer plus. Remarquez la différence, hein, vraiment. Ouais. Mais les peintres cités sont presque les mêmes, en fait, d'une classe à l'autre. Ça, c'est rigolo. Pour les classes populaires, le quintet de tête est formé de Renoir, cité 18 fois, de Van Gogh, cité 17 fois, de Rembrandt, cité 14 fois, Picasso, cité 10 fois, et Léonard de Vinci, cité 10 fois aussi. Dans les classes populaires, il y a Picasso et il y a... c'est le quintet. Rembrandt. Encore Picasso, mais Rembrandt? Dans l'ordre, Renoir, Van Gogh, Rembrandt, Picasso, Vinci. Voilà. Pour les classes moyennes, il est formé de Van Gogh, cité 8 fois, Renoir, cité 6 fois, Picasso, cité 5 fois, Vinci, cité 5 fois, et Bernard Buffet, cité 4 fois. Bon, ceci dit, ces chiffres-là, ils n'ont peut-être pas été réactualisés. Ils datent peut-être de 1969, parce que Buffet, ça m'étonne quand même beaucoup. Mais bon, c'est dans cet ordre-là pour les classes moyennes. À cette époque-là, il était très très connu. Ah oui, alors qu'en 1969, c'était une star. Hein. Oui, tout à fait. Donc je rappelle, pour les classes moyennes, Van Gogh, Renoir, Picasso, Vinci, Buffet. Et alors pour les classes supérieures, on voit qu'il y a en fait assez peu de différence. Le quintet de tête est formé de Renoir, cité 6 fois. Chaque peintre est cité moins de fois, c'est-à-dire que la liste est beaucoup plus longue en fait des peintres. Hein. Le quintet de tête donc est formé de Renoir, cité 6 fois, de Delacroix, du Gréco, de Rembrandt et de Monet, qui ont été tous les 4 cités 3 fois. D'accord. Mais c'est curieux que dans toutes classes confondues, c'est Renoir qui vient en tête. Oui, pratiquement. Alors que c'est très mauvais. Sauf pour les classes moyennes. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est cité d'abord, c'est le premier nom qui vient à l'esprit, si tu veux. Oui, ça n'a rien à voir avec le ressenti des gens devant l'œuvre. On peut décider que celui qui est le plus cité, c'est celui qui figure le plus sur les boîtes de chocolat. Oui. Non, mais ah oui, tout à fait, bien sûr. Et Renoir, il figure. Y compris les boîtes de luxe. Bien sûr. Bon. Enfin voilà, tout ça, ce ne sont que des chiffres, hein, et on laissera le mot de la fin à un touriste égaré à Versailles, dans la Galerie des Glaces, qui disait pour lui-même: ce château n'a pas été fait pour le peuple et ça n'a pas changé. Ou encore à un ouvrier de son état qui visitait le musée des Beaux-Arts de Lille pour les besoins de l'enquête de Bourdieu et de Darbel, et qui avait compris d'instinct que l'amour de l'art naît de longues fréquentations. Aimer à mort du premier coup. Oui, ça existe. Mais pour ça, faut avoir lu d'abord, surtout pour la peinture moderne. Et alors, pour l'art contemporain, je ne dis pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la croix? Jean nous en parlera probablement un jour. Et alors là, de temps en temps, on fait des incursions. Oui, on fait des incursions, mais enfin... On parle pas que de Renoir. Non, on n'a pas encore fait un sujet complet sur la mouvance contemporaine. Et là, il y aura des choses à dire aussi sur la fréquentation des expos sur l'art contemporain. Eh ben, rendez-vous est pris, tiens, ce sera pour dans 15 jours. Ouais, ça serait intéressant, j'aimerais bien. Dans 15 jours, normalement, on reçoit une artiste qui sculpte à grands coups de chalumeau, qui sculpte le métal à grands coups de chalumeau. On va en profiter pour faire une émission dédiée à l'art contemporain. Ouais. Ça va flinguer. Ouais. Non, parce que là, si vous voulez, je crois que là, on est arrivé à un point où sans explications, sans texte assez fourni, on peut croire que les créations contemporaines, pas toutes, sont totalement incompréhensibles si elles sont pas justement accompagnées d'une notice d'un mode d'emploi. Pas pour toutes, mais pour beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que on le ressent. Voilà. Alors, quelques annonces quand même. J'en profite. Vous parlez de l'ami de pain. On avait reçu ici
et sa directrice d'alors. Donc ça, c'est une association qui s'occupe des gens en grande précarité, des SDF, des gens qui ont pas de toit, des gens qui ont pas de quoi bouffer, qui ont pas de quoi s'habiller, etc. Et comme on les a reçus ici, on a leur petit bulletin qui part une fois de temps en temps. Pour le bilan des actions réalisées en 2009, grâce aux gens comme vous, qui leur filaient un peu de thunes, ils ont quand même fait cette année 114 000 nuits d'hébergement, 126 000 repas chauds, 5 250 consultations de premiers soins, 81 000 accueils de jour pour les gens qui les gens qui veulent laver leur linge, se doucher, bénéficier de soins médicaux, d'un soutien social ou d'une aide ou d'une orientation psychologique. 15 750 accueils dans le cadre d'un accompagnement personnalisé pour les aider à retrouver le chemin de la socialisation, comme on dit d'une manière assez barbare. Et 2085 demandes de vêtements au vestiaire, parce qu'il y a des vestiaires, on peut s'habiller, se refaire sa garde-robe gratos quand on en a besoin. Voilà. Alors il y a plusieurs points d'accueil. Il y a la maison de relais La Villa de l'Aube, qui accueille 45 personnes venant de la rue et qui ont un projet pour s'en sortir. Et alors ils sont logés d'une manière durable dans des studios autonomes et accompagnés dans les différentes étapes de leur réinsertion: santé, formation, travail, logement. Le foyer de jeunes travailleurs Paulin Enfer, où 114 jeunes en situation sociale fragile sont accueillis, où ils bénéficient d'un hébergement et d'un accompagnement personnalisé vers l'autonomie. Et puis un chantier d'insertion où il y a 80 personnes en grande précarité salariées dans le cadre d'un chantier d'insertion intégrant une activité professionnelle. Voilà. Alors, si vous vous sentez concerné un peu par ces problèmes de plus en plus prégnants dans cette société, vous pouvez aller sur leur site, je vous le donne tout de suite, http://www.midepin, midepin, midepin mais en un seul mot, .asso.fr. Voilà, c'est bon, il y a plein d'associations de ce style. Nous, comme on a eu ici avec nous un animateur qui avait fait un séjour chez eux, qui lui avait permis d'ailleurs d'un petit peu mettre la tête hors de cette espèce d'enfer qu'est la rue. On est un peu sensible à leur action, donc de temps en temps, pas tous les jours, mais une fois ou deux dans l'année, on vous en causera. Voilà.
À Racaille, la 48e sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Vous venez d'écouter une chanson de Reggiani, Paris. Marose. Et celle d'avant, c'était Colette Renard, Irma la Douce. Oh là là. Et la première? Et la première, c'était Mano Solo, Barbès, Place Clichy. Voilà. Là, on est à Pantruche pour toute l'émission. Voilà, exactement. C'est bien de le préciser. Ouais. Ceux qui n'avaient pas encore repéré qu'il s'agit de chansons qui ont été inspirées par cette... Tout à fait. Et on a eu donc des coups de fil à propos de cette municipalité qui exploite le travailleur immigré. Une qui nous disait qu'il fallait balancer pour faire changer les choses. Là, on n'en est absolument pas persuadé. et une autre qui me disait que sa mairie à lui n'était pas du tout dans ce trip d'exploitation du travailleur immigré. On doit lui répondre, ça doit être nouveau. Non, mais c'est une mairie verte. C'est quelqu'un de mairie verte qui appelait. Donc ouais, peut-être. Parce peut-être que les Verts ont la capacité de changer ça, moi je n'en sais rien. Peut-être, on leur fait le crédit, mais bon. Mais enfin, pour avoir travaillé, moi professionnellement, avec cette mairie avant qu'elle soit verte, je peux vous dire qu'avant qu'elle soit verte, ça y allait bon train. Hein. Ouais. Comme celle dont Jean a parlé et dont il n'a pas cité le non franchement le nom. Franchement non parce qu'on pense que balancer c'est un métier quoi et alors si on commence non mais ça se défend mais ouais. c'est pas moi qui vais le faire moi non, je suis non. pas pour non on n'est pas pour balancer on prend les arguments de ceux qui sont pour voilà. Ouais tout à fait mais c'est comme les gens qui sont contre les prisons on est totalement contre il y a aucun accommodement. On est contre l'enfermement, on est contre la torture, on est contre... Et il n'y a aucun accommodement possible. Il n'y a pas du tout de dire « Ah oui, mais dans tel cas ou dans tel cas... » Non. On balance pas. Non plus. Bien, alors donc Jean, tu poursuis ton exploration. Oui, une petite exploration. On va passer donc du public des musées d'art européens aux musées européens eux-mêmes. Et on va commencer par le Prado à Madrid, tant qu'à faire. Hein. Ouais. Au XVIIIe siècle, contrairement aux autres capitales européennes, Madrid est encore peu développée. Ça a duré d'ailleurs, le franquisme n'a pas arrangé ça par la suite, mais le roi Charles III, en tout cas, décide de doter sa capitale d'un grand espace urbain et de bâtiments importants destinés à la science. De Cibeles à Atocha, qui sont sans doute, j'imagine, des quartiers de Madrid. Moi, je connais pas du tout Madrid. Je n'ai jamais visité le Prado, toi, Non, c'était parce que du temps du franquisme, c'était par la volonté de pas y aller. Mm-hmm. Et puis cette volonté était si forte que j'ai pas réussi à m'en défaire. Par la suite. Et je dois dire que je suis allé en Espagne il y a 2 ans, mais je suis passé. Alors là, je suis passé en Espagne pendant un certain temps là, à me balader. Et je dois dire que même s'il n'y a plus le franquisme, il y a encore des traces très très... Tu sors pas de la Catalogne, quoi, quand tu vas en Espagne. Ou alors avec un casque colonial. Eh oui. Enfin. Bon, en tout cas, de Cibeles à Atocha, donc comme je le disais, il fait construire sur ce pré, en fait, qui veut dire Prado, en espagnol, des fontaines monumentales, Cibeles ou Neptune, ornent la zone d'arbres et confie à son architecte Juan de Villanueva le projet d'un édifice pour le musée d'histoire naturelle. Le Prado donnera son nom à la promenade, Paseo del Prado, et plus tard au musée Museo del Prado. Villanueva conçoit pour ce musée des sciences un grand monument avec des galeries autour d'une rotonde dotée de colonnes néoclassiques. Le projet est approuvé par Charles III en 1785, mais la guerre d'indépendance contre les Français, maudits Français, paralyse la construction du musée et le bâtiment servira à l'armée de Napoléon, évidemment, pour casemate, Napoléon. Garnison. Ouais, un grand humaniste. On imagine ce qu'ils en ont fait, enfin ça devait être quelque chose. C'est pas le seul exemple, hein. Dans l'histoire, on avait parlé du temple d'Angkor Wat aussi, enfin bon. Ouais. Inspiré par son épouse Isabelle, Ferdinand VII, petit-fils de Charles III, fait modifier le projet pour créer le musée royal de peinture afin d'exposer au public la collection royale d'une valeur exceptionnelle. Pas sûr qu'ils aient tout payé, il faudra vérifier ça, mais...
Cette décision permet de terminer le projet de Villanueva en y rajoutant une immense frise à la gloire du roi, tant qu'à faire, sur la porte ouest, celle qui donne sur la promenade du Prado et qui est aujourd'hui appelée porte Velázquez. Le musée royal est inauguré par Ferdinand VII en 1819. Il réunit les œuvres des grands peintres espagnols et présente aussi des œuvres de peintres italiens et flamands, propriété évidemment de la monarchie d'Espagne. Lors de la Révolution de 1868, le musée réal devient le musée du Prado, mais le bâtiment s'avère vite insuffisant et une première extension est construite en 1918. En 1936, sous la Nouvelle République, nous y voilà, grâce à son prestige national et international, Pablo Picasso est nommé directeur du musée par le gouvernement républicain. Mais à cause de la guerre civile et surtout parce qu'il est absent d'Espagne, il n'occupera jamais son poste. L'extension suivante se fera en 1950 avec l'ajout de nouvelles galeries, mais même aujourd'hui, le musée ne peut exposer que 2500 œuvres sur les 9000 qu'il possède. Ça fait des grosses réserves. Vous avez des grosses réserves, mais enfin c'est un peu pareil pour le Louvre. Oui, bien sûr. Également de grosses réserves. Le musée du Prado contient de véritables chefs-d'œuvre collectionnés entre le XVIe et le XIXe siècle par les dynasties espagnoles des Habsbourg et des Bourbons. En effet, certains tableaux étaient exécutés à la demande du roi, comme ceux de Titien et de Rubens, et des toiles étaient commandées par la cour, comme celles de Velázquez et Goya, peintres officiels en fait à leur époque. C'est pourquoi ce musée de Madrid possède la plus complète collection de peintures espagnoles du XIe au XVIIIe siècle et un grand nombre de chefs-d'œuvre des plus grands peintres comme Le Greco, Velázquez, Goya, Bosch, Titien, Van Dyck ou encore Rembrandt. Par la qualité et la variété de ses fonds, le musée du Prado de Madrid est l'un des plus riches du monde. En plus de la collection de peintures espagnoles, des sections entières du musée se consacrent à la peinture flamande et italienne et il réunit des œuvres importantes des écoles allemandes, françaises, mais aussi anglaises. Ces salles abritent des grands chefs-d'œuvre de l'art comme les Ménines de Velázquez, pour moi qui vaut le voyage à lui tout seul, mais j'ai pas encore fait le voyage, donc c'est un peu gonflé de dire ça. Les Majas de Goya, le chevalier à la main sur la poitrine, les Maras, excusez-moi, absolument. Bien. On sent l'espagnol quand même. Le chevalier à la main sur la poitrine du Greco, les Trois Grâces de Rubens. Ah oui. Ah oui, bon, je sais pas. Et quand on dit les Trois Grâces... oui, ça, elles le sont. Au propre, au figuré. Ou Artémise de Rembrandt, ça c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, là, c'est autre chose. Là. C'est à peu près comme les Ménines, ça mérite le voyage. Ouais. Alors évidemment, toutes ces toiles sur http://arakai.blogspot.com, ou alors je mettrai plutôt en fait un lien vers les œuvres, toutes ces œuvres en très haute résolution via Google Earth. Voilà, ils ont mis, c'est-à-dire qu'on voit ils ont mis les toiles en question en très haute résolution. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le musée en fait et aller voir les toiles jusqu'aux craquelures. Voilà. Oh là là. On met Google évidemment à prendre avec des pincettes, mais c'est fantastique. Enfin, n'oubliez pas évidemment que rien ne remplace le contact physique avec la peinture. Bien sûr, pas qu'avec la peinture. D'ailleurs, mais Jean a raison de le souligner. Avec la littérature aussi. Comme il vous le rappelle chaque fois, la Librairie Republico qui a besoin de... Pas mal, hein. Oh, comment il retombe sur cette patte. qui a besoin de nombreux visiteurs, d'ailleurs pour sentir cette ambiance tout à fait particulière. Et puis pour, évidemment, acheter des publications, etc., qui font vivre cette librairie. Parce que bien sûr, vous pouvez acheter des bouquins à Publico par l'intermédiaire du net, mais comme je l'évoquais la dernière fois, bien pour ceux qui sont en province, qui vont pas venir chercher leurs bouquins forcément à Paris, mais pour tous les gens, tous les Parisiens et les banlieusards, c'est un lieu qui mérite de se bouger les fesses. N'est-ce pas, Jean? Absolument. Bien. C'est vrai, ça fait vraiment le duo... Le duo assez terrible. Ça me rappelle... Moi, ça me rappelle Laurel et Hardy, mais... Oui, tout... Ou Tif est tendu. Ou plutôt l'oreille est tardive. L'oreille est tardive, oui. Bon genre, oui. Et puis c'est tout. Je dois dire... Ah non. Ah oui.
plutôt. Non, avec tout ce temps libre que nous laissent les invités qui ne viennent pas. Je voulais aussi vous rappeler que Le Monde Libertaire est un magazine, un hebdo, que vous pouvez vous procurer dans quelques kiosques d'élite et aussi à la librairie Publico, toujours la célèbre librairie Publico, et que Le Monde Libertaire vous présente l'actualité d'une manière tout à fait particulière, propre à la pensée libertaire, avec des cartoons qui vraiment vous feront vous agiter ce qui vous reste de neurones en déshérence dans votre boîte crânienne, pour un prix modique, comme je suis abonné, je me souviens pas du prix, mais ça doit être entre 1 et 2 euros, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, si vous pouvez pas vous l'acheter, vous le volez, comme le préconisait quand j'étais encore un adolescent, les promoteurs de Harakiri. Oui, c'est vrai. Ouais, je me rappelle très bien de ça. Ouais. Enfin, c'était il y a... c'était il y a 40 ans. Un peu plus. Le monde a changé. Oh, le monde a changé, mais oui. La gratuité. Enfin, on a peut-être plus de raisons de le voler maintenant qu'à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque du plein emploi, tandis que aujourd'hui, on était encore dans les 30 glorieuses. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'époque de la pleine fauche, donc on peut y aller. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, vous venez de l'entendre d'ailleurs, vous chantez sous les ponts de Paris. Sans Dieu, sans maître, sans pu, avec un accent américain, enfin anglo-saxon, très joli. À Racaille, les 48e, c'était sous les ponts de Paris. Alors, comment tu prononces le nom? Ertakit. Ertakit, voilà. Ertakit. Ouais, et ce qui est fabuleux, c'est que donc c'est une américaine qui a eu la voix de plus en plus rauque. Là, les dégâts étaient encore assez réparables au fur et à mesure qu'elle vieillissait et qu'elle consommait
de plus en plus de cigarettes et d'alcool fort, mais j'adore cette espèce de sensualité qu'il y a là-dedans. Puis alors, ce que je trouve génial, c'est que elle commence par chanter français, cette chanson qui est vraiment un traditionnel, hein, avec un accent américain à couper au couteau, quoi. Et ensuite, elle passe à l'anglais, et là, elle le chante, elle imite Maurice Chevalier, quoi. Elle le chante avec l'accent français, donc c'est trop drôle. Elle vivait déjà à Paris depuis quelque temps quand elle a interprété ce titre, j'adore. Puis alors, quand elle chante Hôtel du cul Randère, on a vraiment envie de prendre une chambre avec elle, quoi. Hôtel du cul Randère. Ah, j'adore. Elle était géniale. Elle est morte. Merci, il y a quelques années. De nous avoir fait cette espèce de palmarès de chansons sur Paris. C'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Avec toujours Régie dans Maïté. L'art d'Angean. Et la bêtise profonde dans Roro. Non. Non, mais il faut être lucide quand même. Profonde, tu exagères. Profonde. Légèrement profonde. Histoire de vie, histoire d'artiste, on va en finir avec les musées européens pour aujourd'hui. Le Rijksmuseum à Amsterdam. Là, je vais me faire taper sur les doigts par Pat. Salut Pat. Faudrait que tu reviennes quand même nous dire comment ça se prononce. Ouais, que ton gorille te décramponne. Tu m'apprennes une bonne fois pour toutes à prononcer le Rijksmuseum. Pas évident, hein. Le XVIIe siècle hollandais qui sera qualifié de siècle d'or, on l'appelle toujours comme ça, hein, il est pas près de revenir. Je suis un peu pessimiste. Correspond à une période de grande prospérité économique et culturelle. Le pays épris de liberté, et ça on l'a peut-être oublié, hein, et d'une certaine forme d'égalité des citoyens est gouverné par une république. Elle arrachera son indépendance à l'Espagne qui occupait un territoire couvrant approximativement l'actuel Benelux. Tu vois ? Pas mal, hein. Tu vois ce que c'est le Benelux, hein? C'est la Hollande, la Belgique. Et le Luxembourg. Et le Luxembourg. Voilà. Pas mal. Les Néerlandais opposés à la politique centralisatrice et surtout religieuse de Philippe II finiront par se révolter. Ils formeront un État indépendant en 1588 sous le nom de République des provinces du Nord, dirigé par un gouvernement civil composé de représentants des 7 provinces rassemblées dans les États généraux. La plupart des statoeders, c'est comme ça qu'on appelait ces familles hollandaises là, à la tête de chaque province seront les fils ou neveux de Guillaume d'Orange, premier chef de la révolte contre l'Espagne, puis de leurs descendants. Le conflit avec l'Espagne ne prendra fin qu'en 1648, au terme de 80 années de lutte. Amsterdam devient une place commerciale de première importance dès la fin du XVIe siècle. Au traditionnel et déjà ancien échange avec les pays de la Baltique, les Hollandais en développent de nouveau avec les pays du pourtour méditerranéen et les Amériques aussi. 2 compagnies de commerce voient le jour au début du XVIIe siècle, la Compagnie hollandaise des Indes orientales, fondée en 1602, et la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, fondée en 1621. Elles émettent des actions qui vont procurer des dividendes à toutes les couches sociales de la population. Il n'y a pas d'autre, à mon sens, pas d'autre exemple. Ah ouais. Non. Et c'était pas n'importe quoi, hein. Je crois que ça a pu atteindre les grandes années jusqu'à 40% de bénéfices, ouais, de dividendes distribués. Ouais. La flotte hollandaise assurera l'essentiel du transport maritime mondial jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle. J'ai vu dans le Nouvel Obs, je crois, qu'ils sont en train de se faire piquer les fleurs, par contre, par la Colombie. Ah ouais. Ouais. Enfin, pour l'instant, ils verrouillent le marché, mais au niveau de la production, c'est en train de se déplacer vers l'Amérique du Sud. Ouais. Le siècle d'or donnera naissance à une génération exceptionnelle, hein, véritablement d'artistes, de philosophes, d'écrivains, Huygens, Rembrandt ou encore Spinoza. Spinoza, tiens, on l'a pas encore abordé ici. Non. Un oubli que je vais réparer. La peinture connaîtra un essor considérable. Les bourgeois de la classe moyenne, hein, qui éprouveront le besoin d'imiter les riches, orneront leur demeure de plusieurs toiles. Les artisans ne seront pas en reste. On estime qu'environ 5 millions de tableaux seront peints au cours de cette période. C'est vertigineux. Ouais. Il en reste 50 000 de cette période. Ça fait mal. Ouais. Les artistes amélioreront leur productivité en se spécialisant. C'est assez rigolo. Le Museum Plein d'Amsterdam est bordé de 3 grands musées et du Concertgebouw, encore une fois, excuse-moi Pat, hein,
où se produit le célèbre orchestre du même nom. L'un de ces musées n'est autre que le prestigieux Rijksmuseum, j'en ai marre de le dire, palais conçu par Petrus Kuipers et inauguré en 1885, qui recèle l'une des plus belles collections d'œuvres d'art du monde. En travaux jusqu'en 2008, le musée présente de manière magistrale, c'est super bien fait, les chefs-d'œuvre de sa collection dans une aile entièrement réaménagée pour les recevoir. Sont ainsi juxtaposées les œuvres majeures du siècle d'or, les célèbres maisons de poupées, des objets précieux en argent fabriqués par d'illustres orfèvres comme les frères Van Vianen, les plus belles faïences de Delft, des sculptures et des objets qui rappellent l'histoire des Pays-Bas et les plus beaux tableaux, parmi lesquels les œuvres de Vermeer, Jan Steen, Frans Hals et Rembrandt. Une salle est ainsi consacrée à la ronde de nuit au bout de la galerie d'honneur. Je sais pas, c'est peut-être le tableau le plus, après la Joconde, c'est peut-être le tableau le plus célèbre ou le plus visité du monde. Ouais. La ronde de nuit de Rembrandt. Les 400 chefs-d'œuvre de la peinture exposée témoignent du miracle politique, économique et artistique du siècle d'or. Voilà, alors évidemment, toutes ces peintures sur http://arracaille.blogspot.com. Merci Jean. Tu peux enchaîner avec les expos ? Absolument. Les expos à ne pas manquer, enfin, ou du moins, je sens, il y en a une que Robert va manquer, ça c'est sûr. C'est la première des expositions à ne pas manquer. Alors, il y a eu Jean Dubuffet, l'œuvre gravée de 19... Ah bah je me suis gouré alors. J'ai marqué l'expo d'origami, c'était la semaine dernière. Ah non, c'était la semaine dernière. Ouais. L'œuvre gravée, ça va de 1944 à 1984. Ça, c'est Atelier Grognard, 6 avenue du Château, 92 501. Ah oui, la rue de la maison. Ouais, ça je vais y aller. Ouais. Ah bon, donc tu vas ne pas la manquer. Non, je vais pas la manquer. Enfin, j'ai dans l'esprit ne pas la manquer, mais bon, ça c'est entre le moment. Bref. J'aurais juré l'inverse, tu vois. Bon, t'as encore un petit peu de temps, c'est jusqu'au 8 mars. Ouais. Oui, j'ai un mois. Journée nationale de la femme. Très accessoirement jour de ma naissance, mais tu as le droit de m'offrir un petit gâteau. 8 mars. Un aperçu complet de l'ensemble de l'œuvre de Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, je le rappelle, c'est 1901-1985, à travers les techniques de l'estampe qu'il a explorées durant toute sa vie artistique. Dans ce parcours chronologique, ont été sélectionnées près de 150 œuvres, 110 lithographies et sérigraphies, quelques peintures et sculptures et une trentaine de documents relatifs aux recherches de l'artiste. Et puis Isis Paris des rêves. Ouais. C'est un photographe, très grand photographe. À l'hôtel de ville de Paris, ça c'est salle Saint-Jean. Alors je rappelle l'adresse, c'est 5 rue Lobau, dans le 4e arrondissement, et ça c'est valable jusqu'au 25 mai 2010. Le jeune Israélis Bidermanas, né en 1911 dans la petite ville lituanienne de Marie-Jean-Paulé, c'est rigolo comme nom, Marie-Jean-Paulé, pardon, rêvait comme beaucoup d'autres de la patrie des artistes de cette terre d'adoption. Paris, c'est pour ça qu'on a illustré toute l'émission avec des chansons sur Paris, qui allait devenir une source inépuisable d'inspiration d'ailleurs pour ce photographe bientôt connu sous le nom d'Isis. En 1951, il fut l'un des 5 French Photographers, exposé au MoMA de New York avec Brassailles, Douaneau, Ronis et Cartier-Bresson. Et oui, il était l'un des 5. Oui, ça c'est, là, on peut pas dire, là c'est le quartier gagnant, là. Presque 30 ans après sa disparition en 1980, le photographe demeure cependant nettement moins célèbre que ses compagnons d'alors. Je ne sais pas très bien pourquoi. Voilà. En tout cas, cette exposition pourrait permettre de remédier à cette injustice. Tout à fait, j'en bien. Oui, j'irai voir Dubuffet si les petits cochons ne mangent pas, mais bon. Depuis le temps qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas, je veux dire, ils ont renoncé, là. Oui, ils ont renoncé. Alors, on verra bien ce qui se passera. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte.
comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes. Les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes Ducamp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste avec Augeret. Elle est pas morte, la commune. Non, elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle est pas morte, Nicolas. Elle est pas morte, Nicolas. À Racaille, la 48e, avec toujours les mêmes, le trio gagnant, le tiercé gagnant. Mais tu joues aux courses, Jean? Ou quoi? Tu joues aux courses? C'est une blague. Ah non, je te pose la question. Ah oui, Maïté, il paraît qu'elle dépense toute sa retraite aux courses. C'est pas bien, Maïté. Fais un effort quand même, hein. Pense quand même tu pourrais dépenser ton argent d'une manière un peu moins suicidaire. Enfin bon. Et le Paris Maïté urbain. PMU. Et voici maintenant la rubrique vitale du rapin social. Un titre que nous devons à notre camarade Jean, qui n'est pas en reste pour trouver des titres à certaines parties de cette émission. Car l'artiste êtes-vous, l'œuvre d'art est unique. Ça, on en avait parlé la dernière fois. On avait commencé, oui. Avec l'unicité de l'œuvre et ces choses un peu compliquées que je comprenais pas très bien, mais que Jean nous expliquait. Il a réussi à vulgariser un peu ces termes un peu savants. Alors, comme nous l'avons vu la semaine passée, le principe de l'originalité de l'œuvre d'art, bien entendu, implique son unicité, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un caractère unique. Elle ne doit pas être répétée. C'était ça, hein, Jean. Ah, bah exactement. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, j'ai tout comprise. C'est donc la rareté de cette œuvre qui détermine sa qualité. Avant l'esthétique, avant la plastique, c'est la rareté. Absolument. Qui détermine sa qualité. L'œuvre d'art doit donc être réalisée en un exemplaire unique. Vous allez dire, vous nous prenez pour des idiots, ça fait 3 fois que vous répétez le côté unique de l'œuvre, mais c'est important parce que c'est pas non plus vraiment évident. Alors, ça doit être un exemplaire unique ou produit en un nombre limité d'exemplaires. Vous voyez ? Le droit admet le tirage limité, mais le nombre d'exemplaires autorisés varie selon les disciplines. Parce qu'il y a dans l'art, il y a différentes disciplines dont je vais vous énumérer, Alors donc il est de 8 exemplaires pour les productions de l'art statuaire, les émaux sur cuivre et les tapisseries. Alors là, je vois pas très bien le rapport entre l'art statuaire. Si,
Jean le sait. Non, je veux dire, quand on dit 8, évidemment, c'est maximum. Hein. Oui, maximum. Mais pourquoi 8 ? Parce que entre les productions de l'art statuaire, c'est-à-dire faire des sculptures, les émaux sur cuivre, qui c'est un truc un peu rikiki, et les tapisseries qui sont faites avec du tissu, enfin avec de la laine, du coton, je sais pas quoi, je vois pas très bien le rapport. Pourquoi 8 exemplaires dans ces disciplines si disparates ? Enfin, c'est le cas. Je vais te dire, on n'est pas ici. En fait, on va décider qu'on n'est pas ici pour essayer de comprendre ou de justifier, ou encore même pire, de justifier le code des impôts. On va juste donner des infos qui peuvent permettre des artistes en herbe ou confirmés de s'approcher d'un statut fiscal. D'accord. Alors c'est comme le fiscal le plus intéressant possible. Quoi. Alors c'est comme le permis de conduire. On vous demande de l'apprendre par cœur, mais pas d'essayer de comprendre. Voilà. Il n'y a rien à comprendre. Mais c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Ça s'appelle l'administration, excuse-moi. Oui, ce qui est assez ubuesque, c'est que c'est l'administration qui dicte à la création comment elle doit se comporter ou comment elle doit être visible. Enfin, écoute, je sais pas comment ça a été fait, par contre. Ça, j'imagine quand même qu'il y a des artistes qui ont été consultés. Ouais, bon, je doute. Alors, 8 exemplaires donc pour les productions de l'art statuaire, c'est-à-dire ceux qui sculpteurs, les émaux, plutôt les bijoutiers, et parce que ce sont des émaux sur cuivre, et les tapisseries, plutôt les lissiers. 4 exemplaires supplémentaires pour les fontes de sculpture, parce que vous savez que il y a la sculpture en ronde-bosse, la taille directe, et puis il y a aussi la sculpture, le modelage avec des moules, de la cire, etc. Et on fait des fontes à cire perdue. Alors ça, c'est les fontes de sculpture. On a droit à 4 exemplaires supplémentaires des 8 autorisés au départ pour l'art statuaire. Ça fait donc 12 exemplaires. 1 exemplaire pour les céramiques et 30 exemplaires pour les photographies. La limitation du nombre d'exemplaires s'accompagne souvent, retenez bien ça, de l'obligation de numérotation des œuvres, voire de leur signature par l'artiste pour quantifier la rareté. C'est ça qui est le signe de la rareté. C'est qu'on dit, bon... Et puis il y a aussi les épreuves d'artistes, mais enfin ça rentre dans le même champ. 1 sur 30, 2 sur 30, 3 sur 30, 4 sur 30, mais la 1 sur 30, elle vaut pas plus cher que la 2 sur 30 ou que la 29 sur 30. C'est justement pour dire, il y a eu 30 exemplaires, voilà, ils sont numérotés. En ce qui concerne les gravures, les estampes et les lithographies, ces œuvres, compte tenu de leur mode de production, peuvent être tirées à un plus grand nombre d'exemplaires. Oui, là, c'est vrai que il y a des lithos qui sont des fois tirés à plusieurs centaines d'exemplaires, hein, c'est vrai. Pour les gravures, c'est moins quand même, parce que c'est beaucoup plus difficile. Il faut à chaque fois nettoyer la plaque, etc. C'est un gros boulot. Donc, c'est pas l'ancrage. La plupart des supports s'abîment, donc se dégradent. Les photographies sont considérées comme des œuvres d'art si les conditions suivantes sont réunies. Alors ça, c'est bien particulier à la photographie. Les épreuves sont exécutées par l'artiste ou sous son contrôle. Leur nombre est limité à 30 exemplaires. Les épreuves sont numérotées. Et les épreuves sont aussi signées par l'artiste. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une magnifique épreuve, c'est mon cas, d'artistes photographes très connus, mais si elles ne sont ni numérotées ni signées, ça n'a aucune valeur, sauf le plaisir d'avoir des très belles photographies. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Vous voyez, c'est ça. Moi, je savais pas quand j'ai eu ces épreuves, quand j'ai fréquenté ces photographes. Mais voilà, ça vaut absolument rien, parce que c'est pas numéroté ni signé. Mais l'inspiration et la destination des œuvres sont également déterminantes. Ainsi, il peut être jugé que l'exploitation commerciale d'un sujet lui fait perdre sa vocation artistique. Et là, j'aimerais bien que Jean nous en dise un petit mot. Parce que pourquoi l'inspiration et la destination des œuvres sont également déterminantes. Ainsi, il peut être jugé que l'exploitation commerciale d'un sujet... Ça veut dire que du point de vue des impôts, il faut pas trop tirer sur la corde quand même. D'accord, ouais, ok. Donc c'est un peu subjectif, c'est pas vraiment... Bien sûr que c'est subjectif, il y a quand même une part de subjectivité, mais on peut se voir retirer la vocation artistique
D'accord. d'un sujet sur lequel on aurait un peu trop tiré. D'accord. À mon avis, il n'y a pas une surveillance suffisante de toute façon pour. Oui, ça ça n'a pas dû arriver souvent, mais c'est quand même une menace, tu vois, qui est là derrière, Okay. et pour essayer de raisonner un peu, de limiter ceux qui seraient tentés d'aller au-delà des chiffres précités. Et ça, c'est surtout pour préserver le marché de l'art, il me semble, parce que évidemment que quand c'est là, comme on le disait au départ, c'est la rareté qui fait la qualité d'une œuvre. Si l'œuvre allait tirer à des milliers d'exemplaires, c'est exactement ce que tu vas préciser derrière. D'ailleurs, tu vas voir. L'idée d'une œuvre d'art unique et irremplaçable est fortement ancrée dans les mentalités. Le nombre limité a souvent pour effet de stimuler le marché. Tu vois, on y est. Oui. Et c'est la rareté qui fait flamber les prix, il faut le reconnaître. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que la rareté, parce que c'est tout un ensemble. Le marché, c'est quelque chose comme un marché, quoi. Oui, mais c'est une des fondations. Hein. Oui, tout à fait. Pour durer, un artiste doit savoir s'imposer sans se répéter. C'est-à-dire, il doit pas vraiment se copier, quoi. Il doit oublier un peu. Enfin, je veux dire, il faut qu'il renouvelle sans cesse. On a parlé ici d'artistes auxquels c'est arrivé, de Buffet, Mathieu, des gens qui ont vu leur cote après avoir atteint des sommets descendre aussi bas qu'elles étaient montées haut, quoi. Parce qu'ils étaient incapables de renouveler leur inspiration. C'est tout. Absolument. Voilà, je pense que j'espère que toute cette partie de rubrique sociale du rapin vital du rapin social, ou d'une rubrique vitale du rapin social, c'est ça. Vous captez un peu le message qu'on essaye de faire passer. De toute façon, vous pouvez retrouver ce texte sur le blog de l'émission. Donc je laisse à Jean le soin de vous rappeler le http://arracaille.blogspot.com. Voilà, et la semaine prochaine, nous verrons que l'œuvre d'art, nous entendrons que l'œuvre d'art est le fruit d'une quête esthétique, alors là, ça va se compliquer, et qu'elle est porteuse de sa propre finalité. Déjà, avec ces deux lignes, ça nous emmène... Mais enfin, bon, je pense que Jean, lui, va nous décrypter tout ça, il va nous permettre d'être moins nunuche en écoutant ce qu'on vous dira là-dessus la semaine prochaine. Voilà, toutes les informations que nous vous donnons sont extraites du guide juridique et fiscal de l'artiste, que Jean écrème, de Véronique Chambaud, publié chez Duno. Elles ont toutes été récemment réactualisées. Voilà, merci beaucoup Jean pour ce travail supplémentaire que tu t'es contraint de faire toutes les semaines. Non, mais je crois que c'est en plus dans la discussion. Je crois que c'est très important. Ouais. De toute façon, le problème, c'est vrai qu'à ce rythme-là, il va nous falloir à peu près 3 ans. Ouais. Je pense pour arriver au bout des infos qu'on peut donner, mais dans 3 ans, voilà, vous pourrez affronter la législation dans les meilleures dispositions. Bien sûr, parce que c'est plus facile d'écouter que de lire. Enfin, c'est de plus en plus le cas. Je vous rappelle la volonté première, c'est de préserver au mieux votre créativité. Oui, c'est ça l'essentiel, c'est le ressort qui fait bouger les artistes. Le reste, ce sont des dommages collatéraux. Absolument. Salut.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.